Salut à tous, pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. Je compte sur votre soutien et vous souhaite une excellente écoute. Je m'appelle Yanis et j'aimerais vous raconter un événement paranormal de mon enfance qui, encore aujourd'hui, me laisse perplexe. Malgré toutes ces années, je ne parviens pas à me positionner sur ce que j'ai réellement vécu. Enfant, j'étais persuadé de connaître la vérité, mais en grandissant, tout est devenu flou. Mon esprit semble figé, peut-être même refuse-t-il d'accepter la réalité de ce qui s'est passé. Je vous laisse juger par vous-même à la fin de mon récit. Peut-être pourrez-vous m'aider à comprendre, ou même partager vos propres expériences. Que choisiriez-vous de croire à ma place? Je sais que cette introduction peut sembler confuse, mais, croyez-moi, ma quête de vérité vous paraîtra plus claire une fois mon histoire terminée. Avant de vous plonger dans mon histoire, permettez-moi de vous parler un peu de moi et de ma famille. À l'époque, nous étions 4, ma grande sœur, mes parents et moi. J'avais 10 ans, et notre vie semblait parfaite. Nous étions heureux, et les problèmes financiers ne faisaient pas partie de nos préoccupations. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que le bonheur était une chose aussi fragile qu'un souffle. Tout avait commencé une nuit, avec une nouvelle inattendue. Ma grand-mère venait de nous quitter. Cette annonce s'était abattue sur notre famille comme une ombre pesante. Mon grand-père, désormais seul et très âgé, avait une santé fragile et avait besoin d'aide. Mon père avait proposé de l'accueillir chez nous, mais ma mère s'y était farouchement opposée. Elle répétait qu'elle ne pouvait pas s'occuper d'une personne malade avec toutes ses responsabilités. À mes yeux d'enfant, ces mots avaient sonné comme des excuses. Mais dans son regard, je voyais autre chose, une peur profonde, inexplicable. Les tensions à la maison ne faisaient qu'augmenter. Ma mère refusait non seulement d'accueillir mon grand-père, mais elle évitait même d'en discuter. Mon père, lui, insistait, et les disputes devenaient de plus en plus vives, jusqu'à ce soir-là, au milieu d'une discussion particulièrement houleuse. Ma mère avait crié dans le salon. « Je ne veux pas qu'il vienne, je veux plus en discuter. » À cet instant précis, la lumière de la cuisine s'était mise à vaciller. Elle s'était éteinte brièvement avant de se rallumer. Le silence était tombé immédiatement. Ma mère, figée, semblait pétrifiée. Sur son visage, la peur était palpable. Mon père, tentant de minimiser la situation, avait murmuré « On doit voir une ampoule qui a grillé ». Moi, petit garçon, je ne comprenais pas tout, mais j'étais intervenu timidement. « Maman, grand-père est une personne très gentille. Il ne peut pas vivre seul. S'il te plaît, laisse-le venir vivre avec nous. » Ces mots avaient semblé intensifier la peur dans les yeux de ma mère. Ma grande sœur m'avait aussitôt réprimandé. « Tais-toi, ne te mêle pas des affaires des adultes. » L'atmosphère était devenue oppressante. Plus tard, après une énième dispute, mon père avait quitté la maison, furieux, en claquant violemment la porte. À cet instant précis, un vent glacial s'était engouffré dans la maison. Un silence lourd s'était installé. Ce moment avait marqué le début de quelque chose d'étrange. Les jours avaient passé, mais mon père n'était pas rentré. Ma mère avait tenté de le joindre à plusieurs reprises, sans succès. L'angoisse grandissait, tout comme le malaise dans la maison. Le visage de ma mère oscillait entre colère et une peur qu'elle ne parvenait plus à cacher. Ce fut le premier chapitre d'une histoire qui allait bouleverser nos vies. Finalement, un jour, le téléphone de la maison sonna. Je décrochai. C'était mon père. Il disait qu'il était chez mon grand-père. En entendant cela, ma mère se mit immédiatement en colère. Elle arracha le téléphone de mes mains et, furieuse, cria à mon père. « Rentre tout de suite à la maison, sinon je prends les enfants avec moi et je ne reviendrai plus ici. » C'était la première fois que je voyais ma mère dans un tel état. Une tristesse indescriptible m'envahit. Chaque fois que le nom de mon grand-père était mentionné en présence de ma mère, son visage se décomposait. Elle répétait sans cesse à mon père. « C'est une mauvaise idée de l'amener ici, tu ne m'écoutes jamais. » Ce soir-là, alors que nous attendions le retour de mon père, une profonde mélancolie m'envahissait. Puis, enfin, quelqu'un frappa à la porte. Mon père était là, mais il n'était pas seul. À ses côtés se tenait mon grand-père. Dès que je le vis, je courus vers lui fou de joie et lui sautai au cou. Mon grand-père m'enlaça tendrement, me caressa les cheveux et, d'une voix douce, me murmura « Tu m'as manqué, mon fils. » Je pensais que tout allait s'arranger, mais je me trompais. En voyant mon grand-père chez nous, le visage de ma mère affichait une expression de déception palpable. Pourtant, contre toute attente, elle masqua ses émotions et, avec une politesse irréprochable,
Elle souhaita la bienvenue à mon grand-père. Elle l'invita à entrer et l'installa sur le fauteuil le plus confortable du salon. Ce changement d'attitude me surprit. Mais, quelques instants plus tard, le masque de courtoisie sembla se fissurer. Le visage de ma mère se transforma, marqué par une tristesse mêlée à une peur indicible. Puis, prenant la main de mon père, elle l'entraîna à la cuisine. Là-bas, ils commencèrent à se disputer. Au début, leur voix était basse, mais très vite, elles devinrent de plus en plus fortes. Je ne pouvais entendre que des brides de leur conversation. À un moment, ma mère lança « Tu verras, dans cette maison, plus rien ne se passera bien. » Mon père, incrédule, tenta de la calmer. « Ne dis pas de bêtises, s'il te plaît, arrête. » Alors que je m'efforçais de capter davantage leurs mots, une voix étrange et rauque provenant du salon attira mon attention. Je me tournai vers mon grand-père. Son regard avait changé. Il semblait figé, ses yeux étranges plongés dans une sorte de méditation profonde. Il était immobile, comme une statue de cire, mais ce qui me troublait le plus fut le léger sourire malicieux qui se dessinait sur son visage. Je n'avais jamais vu mon grand-père dans un tel état. Mon jeune âge ne me permettait pas de comprendre ce qui se passait, et même aujourd'hui, je suis incapable d'expliquer cette scène. Mon cœur battait la chamade, j'étais inquiet. Je l'appelais plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Puis, soudain, la voix de ma mère résonna depuis la cuisine. « Je te l'avais dit, ce n'est que le commencement. » Ce soir-là, des événements étranges se mirent en marche, annonçant un tournant inquiétant dans notre vie. Mon grand-père n'était pas atteint de sénilité. Il comprenait parfaitement les comportements de ma mère. Pourtant, il demeurait silencieux et discret. Comme il n'avait nulle part où aller, il semblait résigné à supporter les colères de ma mère sans jamais protester. Cela faisait une semaine que mon grand-père s'était installé chez nous. Tout semblait normal de l'extérieur, mais à l'intérieur, un léger malaise planait, tel un brouillard invisible recouvrant chaque pièce. Ma mère et ma grande sœur étaient toutes deux profondément dérangées par sa présence. Elles ne disaient rien en sa présence, mais dès qu'elles se trouvaient seules, elles se mettaient à médire de lui. Quant à moi, cette situation me déplaisait. Même si je n'étais qu'un enfant, j'avais l'impression de mieux comprendre quelle importance du respect envers les aînés. Mon grand-père, lui, s'approchait toujours de moi avec gentillesse et amour. Chaque jour, en rentrant de l'école, je courais vers lui pour lui raconter ma journée. Il m'écoutait avec attention et répondait à mes récits. Ces échanges, bien que brefs, m'apaisaient malgré le mal-être qui régnait dans la maison. Mais ces moments de joie furent de courte durée. Un jour, en revenant de l'école, je ressentis une tension inhabituelle dans l'air. Tout était silencieux, et j'essayais de comprendre ce qui s'était passé. Je finis par comprendre que mon grand-père, en mangeant de la soupe, s'en était accidentellement renversé sur ses vêtements et sur le tapis. Cet incident avait provoqué une violente colère chez ma mère, malgré les excuses répétées de mon grand-père, qui affirmait que c'était un simple accident. Ma mère le méprisait ouvertement. Je voyais dans les yeux de mon grand-père une profonde tristesse, comme s'il regrettait d'être venu chez nous. Après cet épisode, la paix quitta définitivement notre foyer. Les disputes entre mes parents devinrent quotidiennes, et ma mère reportait sa frustration sur mon grand-père. Celui-ci, de son côté, se renfermait de plus en plus sur lui-même, devenant silencieux et absent. Cette ambiance pesante était devenue insupportable pour moi. Les jours heureux d'autrefois me manquaient cruellement, mais je savais qu'il était impossible de revenir en arrière. Une nuit, alors que tout le monde était couché, je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je réfléchissais, seul dans ma chambre, à tout ce que nous avions perdu. Soudain, j'entendis un bruit étrange venant du salon, comme une plainte étouffée. Mon cœur se serra, pris d'un sentiment d'inquiétude. Je me levai discrètement, veillant à ne pas faire de bruit. Lorsque j'entr'ouvris la porte, une scène inimaginable s'offrit à moi. Mon grand-père se tenait debout au milieu du salon, le dos tourné dans ma direction. Il était complètement immobile, figé dans une posture étrange, presque irréelle. Ce qui attira mon attention, c'était son ombre. Elle semblait s'agiter faiblement, comme si elle ne suivait pas ses mouvements, mais agissait de manière indépendante. Je retenais mon souffle, incapable de détourner les yeux. Puis, mon grand-père soupira et, d'une voix basse, empreinte de douleur, murmura « Mais pourquoi suis-je ici ?» Je perçus un murmure à peine audible, un son presque spectral. Mon cœur battait à tout rompre. Je reculai lentement, oppressé par la peur, convaincu que quelque chose d'étrange se passait. Était-ce vraiment mon grand-père?
Une vérité effrayante semblait se révéler à moi. Une vérité que mon esprit refusait de concevoir. Soudain, il se tourna légèrement et m'aperçut. Ses yeux, emplis de tristesse, croisèrent les miens. « Je veux rejoindre ta grand-mère », murmura-t-il d'une voix confuse. « Aide-moi, je t'en prie. » Ces paroles me glacèrent le sang. Mon grand-père, qui m'avait toujours montré tant d'amour, me semblait soudain méconnaissable. Malgré ma peur, il me demanda de l'aider à aller à la salle de bain. Tremblant, je lui pris le bras et l'accompagnai. À notre retour, je remarquai que le canapé était mouillé. Je compris qu'il n'avait pas pu se retenir, et cette pensée me déchira le cœur. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, la voix de ma mère retentit derrière nous. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci » Elle s'approcha et, en voyant l'état du canapé, entra dans une colère noire. Puis, furieuse, elle déclara « Ça suffit, c'est la goutte de trop. Demain cet homme devra partir, ou bien ça sera moi qui partirai avec les enfants. » Elle claqua la porte de sa chambre avec une telle force que les murs en tremblèrent. Une ombre de colère et de désespoir s'abattit sur la maison. Cette nuit-là, chacun retourna dans sa chambre, sauf moi. Je décidai de rester auprès de mon grand-père, qui semblait plus silencieux et abattu que jamais. Mon cœur se brisait de le voir ainsi. Je lui dis doucement « Grand-père, si tu veux, tu peux dormir dans mon lit. Il est très confortable. » Il refusa poliment, affirmant qu'il était bien sur le canapé, malgré son état humide. Il s'allongea et ferma les yeux, mais son sommeil était agité. À un moment, sa respiration devint étrange, irrégulière. Inquiet, je m'approchai pour le recouvrir d'une couverture. C'est alors que ses yeux s'ouvrirent brusquement. Ils étaient différents, comme s'ils n'appartenaient pas à cette pièce. « Vous devez me laisser partir rejoindre ta grand-mère » murmura-t-il dans un souffle. Ces mots, empreints de douleur et de désespoir, brisèrent mon cœur en 1000 morceaux. Je restais là, immobile, incapable de trouver les mots, tandis que l'obscurité de la nuit enveloppait nos âmes tourmentées. Au matin, mon père se préparait pour aller travailler. Juste au moment où il allait sortir, ma mère l'arrêta brusquement et, d'une voix remplie de colère, lui cria « Ça suffit, ton père doit partir aujourd'hui, je n'en peux plus !» Sa voix était si forte que je me demandais si elle n'allait pas manquer d'air. Mon père, imperturbable, lui répondit « Je me demande quel genre de problème imaginaire tu peux avoir avec lui. Mais s'il y a une personne qui doit quitter cette maison, ce sera toi. » À cet instant, mon grand-père, la voix fatiguée et teintée de tristesse, intervint. « Je vais partir de toute façon. Ne vous disputez pas à cause de moi. J'ai déjà assez brisé votre bonheur. » La maison fut soudain plongée dans un silence pesant. Pourtant, une chose attira mon attention. L'ombre de mon grand-père. Elle ne suivait pas naturellement ses mouvements. Au lieu de cela, elle semblait s'agiter, comme attirée par le coin sombre de la pièce. Ma mère, insensible aux paroles de mon grand-père, passa la journée à lui lancer des remarques blessantes. Pourtant, dans le regard de mon grand-père, on lisait une étrange compréhension, comme s'il anticipait une tempête prête à éclater dans notre foyer. Le soir, lorsque mon père rentra du travail, son visage exprimait une profonde fatigue et une réflexion intense. Il déclara avec fermeté « Papa, viens avec moi, nous partons. Quant à toi, reste ici et fais comme bon te semble. » Sa voix, empreinte de colère et de certitude, résonna dans la pièce. Mon grand-père, toujours silencieux, se leva, prit son manteau et suivit mon père jusqu'à la porte. Un vide immense s'empara de moi. Je voulais les suivre, mais ma mère m'attrapa par le bras et me tira vers elle. Les larmes montèrent à mes yeux, ma gorge se noua. Je regardais mon père et mon grand-père s'éloigner dans la nuit, sans savoir que ce serait la dernière fois que je les verrais ensemble. Les jours suivants qui suivirent furent remplis d'angoisse. Nous n'avions aucune nouvelle d'eux. Mon père et mon grand-père semblaient s'être évaporés. Même les amis proches de mon père ignoraient où ils étaient partis. Cette incertitude plongea notre maison dans un mal-être profond. Une semaine plus tard, mon père réapparut, mais il était seul. Sur son visage se lisait une tristesse déchirante. L'ombre de lui-même, il peinait à parler, les larmes coulant sur ses joues. Avec une voix étranglée, il annonça « Mon père, il n'est plus de ce monde. » Mon univers s'écroula, tout sembla s'arrêter. Je ne parvins ni à pleurer, ni à retrouver mes esprits. Tout me paraissait irréel, comme un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Mon père ramena de mon grand-père une montre de poche et une petite somme d'argent. Le tic-tac irrégulier de la montre imprégna mon esprit comme un écho du passé.
La maison, désormais silencieuse, semblait vide de toute vie. Après cette tragédie, tout changea. Le bonheur familial avait disparu. Mon père, rongé par une colère silencieuse, semblait réclamer justice pour les injustices subies par son père. Ma mère, consumée par les remords, multipliait les efforts pour regagner son cœur. Mais le regard de mon père envers elle avait perdu l'étincelle d'autrefois. Chaque nuit, lorsque je regardais le canapé où dormait mon grand-père, un sentiment étrange m'envahissait. Parfois, il me semblait sentir sa présence, comme une légère brise caressant mes joues. Et, dans le silence nocturne, le tic-tac de sa montre résonnait, comme si une part de lui demeurait dans cette maison, telle une ombre silencieuse. Les remords et la culpabilité de ma mère s'étaient infiltrés dans toute la famille, pesant sur chacun de nous. Mais pour moi, le vide laissé par mon grand-père restait incommensurable, comme un souvenir indélébile gravé dans l'ombre du passé. Un soir, alors que nous dînions dans un silence pesant, ma mère fit soudain tomber sa fourchette. Elle fixa le mur devant elle, immobile comme figée. Je lui demandai si tout allait bien, mais elle ne me répondit pas. Ses yeux semblaient rétrécis, et ses lèvres tremblaient légèrement, trahissant une peur intense. Sa respiration devint saccadée, et un frisson glacé me parcourut. « Papa, il se passe quelque chose de grave avec maman !» m'écriai-je. Mon père, pourtant, ne bougea pas et répondit froidement. « Laisse-la se débrouiller seule. » À cet instant, ma mère s'effondra de sa chaise. Nos cris de panique remplacèrent le silence qui enveloppait la maison. Mon père se précipita, la prit dans ses bras et l'allongea sur le canapé. Sa main tremblante chercha son téléphone pour appeler une ambulance. Le temps que les secours arrivent nous parut interminable. Les ambulanciers, après avoir pris sa tension et administré une injection, déclarèrent que tout semblait normal. Mais ces mots, loin de nous rassurer, accentuèrent notre inquiétude. Comment un tel incident pouvait-il survenir sans raison? Cette nuit-là, ma mère dormit, mais moi, je restais éveillé, hanté par un sentiment de menace invisible. Dans mon sommeil, je fis un rêve étrange. Mon grand-père se tenait au sommet d'une montagne sombre, entourée de vent et d'une tempête. Il me fit un signe d'au revoir de la main. Je tentai de courir vers lui, mais plus j'avançais, plus il s'éloignait. Un cri perçant me réveilla. La maison était plongée dans l'obscurité et un froid glacial m'entourait. Le cri retentit à nouveau, provenant de la chambre de mes parents. Je me levai en hâte, allumai la lumière et courus dans le couloir. Ma grande sœur, Safa, était déjà devant la porte, hésitante. Quand elle entrevit la porte, ce que je vis resta gravé dans ma mémoire. Ma mère courait dans tous les sens, hurlant et agitant ses mains comme pour se protéger d'une présence invisible. Elle criait « Laisse-moi, ne t'approche pas de moi, va-t'en !» Mais elle ne s'adressait pas à mon père. Une peur indicible marquait son visage. Ses gestes étaient désespérés. Mon père l'attrapa, tentant de la calmer. Mais elle se débattait violemment, comme si elle luttait contre une force que nous pouvions voir. Après un long moment, elle s'effondra d'épuisement, fixant le vide, silencieuse, comme absente. Au matin, mon père décida de l'emmener à l'hôpital. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal et évoquèrent une fatigue extrême. Ils recommandèrent du repos et, si son état persistait, une consultation chez un psychiatre. Quelques jours plus tard, je restais seul avec ma mère pendant que ma sœur prenait sa douche. Elle était assise sur le canapé, silencieuse, fixant le mur d'un regard vide. Je m'approchai d'elle, saisis ses mains et murmurai « Maman, comment tu te sens ?» Elle ne me répondit pas, son immobilité me glaça. Soudain, elle se mit à trembler, sa respiration devint chaotique, et son regard reflétait une peur incontrôlable. Criai à ma sœur « Safa, sors vite de la salle de bain, maman a besoin d'aide !» Mais ma sœur ne m'entendait pas. Ma mère se leva brusquement, me repoussa et quitta le salon. Ses pas lourds résonnaient dans la maison. Elle entra dans sa chambre et verrouilla la porte. Je frappai en pleurant, suppliant qu'elle ouvre. Mais à travers la porte, j'entendis des rires sinistres, entrecoupés de bruits de pas erratiques. Mon cœur s'emballa, et mes larmes coulaient sans retenue. Lorsque ma grande sœur sortit de la salle de bain, elle me trouva agenouillé devant la porte en larmes. Je lui racontai tout, mais elle resta sceptique. « Il faut appeler papa », dit-elle. « Maman ne peut pas rester dans cet état. » Nous avions tenté à plusieurs reprises de joindre mon père, mais il ne répondait pas. Les appels s'enchaînaient sans succès. Le soleil avait disparu derrière l'horizon, et la nuit s'était installée.
Ma mère, enfermée dans sa chambre depuis des heures, restait silencieuse. Une angoisse pesante régnait dans la maison. Elle était là, de l'autre côté de la porte, telle une prisonnière isolée dans sa cellule. Et nous, impuissants, attendions le cœur lourd. Soudain, la porte de la chambre de ma mère s'ouvrit dans un grincement sinistre. Elle apparut dans l'encadrement, vêtue d'une robe blanche, ses cheveux coiffés de manière étrange, comme une apparition spectrale surgit de l'obscurité. Son allure me glaçait le sang, évoquant une entité maudite sortie d'un cauchemar. Ma grande sœur, Safa, s'approcha doucement d'elle et, hésitant, lui prit la main. « Maman, viens manger quelque chose s'il te plaît, tu vas tomber malade si tu continues comme ça. » murmura-t-elle, mais ma mère repoussa brutalement Safa, la projetant en arrière. Elle se dirigea ensuite vers la salle de bain où elle ouvrit le robinet de la baignoire et la remplit d'eau. Lorsqu'elle eut terminé, elle revint vers moi, son regard vite fixé sur le mien. Elle saisit mon bras de sa main glaciale et m'entraîna à sa suite. « Non maman, s'il te plaît, arrête, j'ai pas envie de prendre de bain. » suppliai-je la voix tremblante, mais elle restait sourde à mes paroles. Une peur sourde montant en moi, cette chose qui animait ma mère n'était pas elle. Lorsqu'elle tenta de m'enlever mon pull, je parvins à me dégager et me réfugier dans ma chambre, verrouillant la porte à clé. Ma mère se mit à frapper violemment, criant de colère. « Ouvre-moi cette porte !» Ses hurlements m'effrayaient. Paralysé, je pleurais en silence, tandis que la maison plongeait soudain dans un calme terrifiant. Puis, un cri déchirant, celui de ma sœur, brisa ce silence. Mon cœur battait à tout rompre, alors que je courais jusqu'à la salle de bain. Là, je fus témoin de la scène la plus effroyable de ma vie. Ma mère plongeait la tête de Safa dans l'eau, son visage déformé par une expression monstrueuse. Je me jetai sur elle pour libérer ma sœur, mais la force surnaturelle de ma mère me repoussait. Plus je luttais, plus elle semblait invincible. Elle finit par m'attraper et, d'une poigne incroyable, me souleva du sol avant de me plonger à mon tour dans la baignoire. Son rire diabolique résonnait, et elle marmonnait des paroles incompréhensibles, comme un chant de sorcellerie. Je suffoquais, mes forces m'abandonnaient, et mes yeux se fermèrent. Lorsque je repris connaissance, j'étais dans une chambre d'hôpital. À mes côtés, Safa était allongée, saine et sauve. Une infirmière entra et appela une collègue. « Préviens la famille, les enfants se sont réveillés. » Peu après, mon père arriva. Il posa sa main sur la mienne, le visage inquiet. « Qu'est-ce qui s'est passé, mon fils ?» D'une voix tremblante, je lui racontai tout, mais il secoua la tête, incrédule. « Mon fils, ce n'est pas possible, dit-il. Ta mère était avec moi cet après-midi. » Safa confirma pourtant mes paroles, mais cela n'éclaircissait rien. La voix de ma mère retentit soudain. « Comment vous vous sentez, mes chéris ?» Elle se tenait dans l'encadrement de la porte. Son regard vide, dénué de toute émotion, et son ton glacial nous figèrent. Ce n'était pas ma mère. Cette nuit-là, de retour chez nous, chacun se coucha épuisé. Mais tandis que je réfléchissais dans ma chambre, la porte s'entr'ouvrit avec un grincement. Il n'y avait personne. Mon cœur battait à tout rompre. « Safa, est-ce que c'est toi ?» Aucune réponse. Je m'approchai lentement, mais la porte se referma brusquement. Paniqué, je verrouillai la porte. « C'est qui? Qu'est-ce que vous voulez ?» Seul un murmure lointain, à la fois proche, me répondit. Regardant à travers la serrure, je vis deux yeux rouges me fixer. C'étaient ceux de ma mère. Terrifié, je me réfugiai dans un coin de la pièce et me mis à prier. Des bruits de grattement et des tapotements résonnaient sur les murs et les fenêtres. Je me blottis sous mes couvertures, tremblant, refusant de penser à ce qui se cachait dans les ombres. Au matin, bien que ma peur se soit atténuée, une inquiétude persistante me rongeait. Après m'être levé, je me dirigeai vers la cuisine pour préparer quelque chose à manger. Tandis que je mangeais, j'entendis un bruit venant du salon. Sur le moment, je n'y prêtai pas attention, mais bientôt, le silence retomba dans la maison, seulement brisé par des bruits de pas. Mon cœur s'accéléra et je lançai d'une voix hésitante. « Papa, c'est toi ?» Les bruits de pas se rapprochaient, mais personne n'apparut devant la porte ouverte de la cuisine. Je répétai un peu plus fort. « Papa, c'est toi ou quoi ?» Toujours aucune réponse. Puis, soudain, une silhouette floue passa rapidement devant la porte. Je sursautai, incapable de distinguer ce que c'était. Pris d'un mélange de curiosité et de peur, je me levai et m'approchai prudemment de la porte. Mais il n'y avait rien. C'est alors que j'entendis des sanglots venant de la chambre de ma grande sœur Safa. Paniqué, je courus jusqu'à sa chambre et y entrai précipitamment. Elle se tordait dans son lit. Sa respiration était saccadée, presque étouffée.
Safa, réveille-toi, tu m'entends? Réveille-toi, dis-je en la secouant. Elle ne bougeait pas. Je m'apprêtais à courir chercher de l'aide quand, brusquement, elle attrapa mon bras. Ses yeux s'ouvrirent lentement, mais ce que je vis me glaça le sang. Ce n'étaient pas ses yeux habituels. Ils étaient identiques à ceux effrayants de notre mère la veille. Mon cœur se serra, la peur monta en flèche alors qu'elle me serrait le bras avec une force incroyable. « Tu me fais mal, lâche-moi s'il te plaît !» criai-je la voix tremblante. Mais elle ne me lâchait pas. Sa prise devenait de plus en plus douloureuse. Avant que je ne puisse réagir, elle me poussa violemment sur le lit, puis posa ses mains glaciales autour de ma gorge. « Safa, qu'est-ce que tu fais? C'est pas toi !» lâchai-je en me débattant. Son visage, déformé par une expression terrifiante, ressemblait étrangement à celui de notre mère. Tout cela semblait tellement réel que je n'arrivais pas à croire que je vivais un cauchemar. Je tentais de me débattre, de tourner ma tête pour respirer, mais ses mains étaient comme des pinces de fer. Dans un ultime élan de désespoir, je réussis à me dégager et à fuir hors de la chambre. Alors que je courais vers ma propre chambre, un cri strident résonna derrière moi, suivi d'un rire glaçant. Dans le couloir, je tombais nez à nez avec mon père. Il me regarda déconcerté. « Yanis, tout va bien? Pourquoi tu fais cette tête ?» Encore essoufflé, je balbutiais. « Papa, Safa, elle est devenue folle. Elle a voulu m'étrangler. » Les mots sortaient difficilement de ma bouche. Mon père fronça les sourcils, un air agacé et incrédule sur le visage. « Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de dire n'importe quoi. Et arrêtez de vous chamailler dès le matin. » « Mais c'est vrai, papa, j'ai entendu des bruits bizarres dans sa chambre. Elle respirait bizarrement. J'ai voulu la réveiller, elle m'a attaqué. » Répondis-je en protestant. À ces mots, mon père n'attendit pas une seconde. Il se précipita dans la chambre de Safa. Quand il entra, elle dormait paisiblement, blottie sous sa couverture. « Yanis, si tu continues à inventer des histoires pareilles, tu seras puni. » lança-t-il d'un ton sévère, puis il quitta la chambre, furieux, et retourna à la cuisine. Je restais là, immobile, les yeux rivés sur ma sœur. Essuyant mes joues mouillées, je m'approchai doucement de la porte pour jeter un dernier coup d'œil. Safa dormait profondément. Je ne comprenais pas, elle n'avait pas l'air de simuler. Tout semblait normal, mais au fond de moi, je savais ce que j'avais vécu n'était pas un rêve. Quelques instants après le départ de mon père pour le travail, un profond sentiment de solitude m'envahit. Je me retrouvais seul dans la maison avec ma mère et ma sœur. Mais une peur sourde et omniprésente me tenaillait. Lorsque je levais les yeux vers ma mère ou ma sœur, je remarquais qu'elle me fixait en silence. Dès que nos regards se croisaient, elle me souriait, un sourire étrange, presque inquiétant, qui faisait naître un frisson le long de ma colonne vertébrale. Ce sourire n'avait rien de chaleureux. Il me donnait l'impression qu'elle savait quelque chose que j'ignorais. Je ne me sentais pas à l'aise en leur présence. Incapable de supporter cette atmosphère pesante, je me réfugiai dans ma chambre. À travers la fenêtre, je voyais le ciel s'assombrir peu à peu. Chaque minute me semblait interminable alors que j'attendais impatiemment le retour de mon père, espérant qu'il ramènerait un semblant de normalité. Soudain, ma mère apparut à la porte de ma chambre. Elle s'approcha doucement et sa voix calme et étrange me tira de mes pensées. « Tu peux venir avec moi? J'ai quelque chose à te demander. »« Qu'est-ce que tu veux que je fasse, maman ?» Elle me fixa avec insistance, un sourire énigmatique sur les lèvres avant de répondre. « Viens, il faut que je te montre quelque chose d'important. » Sa voix, bien que douce, avait une intonation qui me mettait mal à l'aise. Une part de moi voulait refuser, mais une autre, plus forte, m'incitait à obéir. Nous sortîmes de la maison. Ma mère marchait devant, d'un pas rapide, tandis que ma sœur avançait silencieusement derrière moi. Tout ça me paraissait bizarre, même si c'était la nuit. Il n'y avait personne dehors. Les rues étaient complètement désertes, et un silence étrange pesait sur tout. On ne voyait que la lumière des lampadaires, et toutes les maisons semblaient éteintes, comme si tout le monde s'était caché. On marchait longtemps, et j'avais du mal à suivre. Puis, on s'arrêta devant le cimetière. Mon cœur battait très fort en voyant les grandes grilles et les tombes sombres à l'intérieur. « Pourquoi on est venu ici, maman ?» murmurai-je inquiet. Elle ne se retourna presque pas et répondit d'une voix calme mais bizarre. « On est venu voir ton grand-père. » Je fronçai les sourcils, encore plus nerveux. « Mais pourquoi on n'est pas venu dans la journée ?» Ma mère ne répondit pas, comme si elle n'avait pas entendu. Au lieu de ça, elle m'attrapa par le bras, sans prévenir, et me força à entrer dans le cimetière. « Maman, s'il te plaît, arrête, j'ai peur, rentrons à la maison. »
Ma voix tremblait, mais elle avançait sans rien dire. Ma sœur suivait toujours derrière moi, silencieuse, ce qui me faisait encore plus peur. Je trébuchais souvent, mes jambes avaient du mal à suivre. Parfois, je tombais carrément par terre, mais ma mère ne ralentissait pas. Elle me tenait si fort qu'elle me traînait presque. Finalement, on arriva dans un coin sombre du cimetière. Il n'y avait presque pas de lumière, juste un vieux lampadaire au loin. Tout était silencieux, mais j'entendais des bruits étranges, comme des chuchotements ou des craquements dans l'ombre. « Maman, s'il te plaît, arrête. Ne fais pas ça, j'ai trop peur. » Elle lâcha mon bras et se baissa pour ramasser une grosse pierre, presque de la taille de ma tête. Je la regardais, figée, incapable de bouger. Elle leva la pierre au-dessus de moi, comme si elle allait frapper. Je poussai un cri et me recroquevillai, couvrant ma tête avec mes bras. « Maman, arrête! Pourquoi tu fais ça? Arrête !» Puis, tout devint silencieux, complètement silencieux. Je n'osais plus bouger. Après un moment, je pris une grande inspiration et ouvris lentement les yeux. Ma mère et ma sœur avaient disparu. Il n'y avait plus personne autour de moi. Je me retrouvais seul dans le cimetière en pleine nuit. Mon cœur battait à tout rompre et je ne savais pas quoi faire. Je me mis à courir, mais je ne savais même pas dans quelle direction aller. Je courais et courais, mais les chemins semblaient tous se ressembler. Je ne trouvais aucune sortie. C'était comme si une force invisible m'empêchait de quitter cet endroit. À ce moment-là, j'entendis des voix. C'était celles de ma mère et de ma sœur. Elles m'appelaient, leur voix résonnant dans l'air, comme si elles voulaient que je les suive. « Yanis, viens par ici. » Leur voix se rapprochait, mais je ne les voyais nulle part. Ma respiration s'accéléra et mes jambes tremblaient. Je regardais autour de moi, terrifié, mais je ne savais pas où aller. C'est alors qu'un homme apparut devant moi. Il semblait d'un certain âge et portait un uniforme. Au début, je pensais que c'était un danger de plus et je m'apprêtais à fuir. Mais en regardant mieux, je me rendis compte qu'il avait l'air normal, presque rassurant. « Fiston, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure tardive ?» demanda-t-il d'une voix grave mais gentille. Je balbutiai, hésitant à dire la vérité. Je sais pas, mon oncle, je sais pas comment je suis arrivé ici. Je ne voulais pas lui raconter ce qui s'était vraiment passé. Si je lui avais tout dit, il aurait peut-être alerté la police. Et je ne voulais pas que ma mère et ma sœur aient des ennuis. L'homme hocha la tête sans poser plus de questions. « Je m'appelle Monsieur Omar, et je suis le gardien du cimetière. Viens, on va aller dans ma cabine. Là-bas, tu pourras appeler tes parents. »« D'accord, oncle Omar. » Répondis-je. Mes parents m'avaient appris à appeler oncle les hommes plus âgés par respect. Je me sentais soulagé, presque chanceux d'avoir croisé cet homme. Grâce à lui, j'allais pouvoir appeler mon père. « Tiens, appelle tes parents. » Je pris le combiné, mes mains tremblantes, et composai le numéro. Quand mon père répondit et entendit ma voix, je sentis un mélange de colère et de soulagement dans son ton. « Où es-tu, Yanis? On te cherche depuis ce matin. » Je baissai les yeux, honteux, et répondis d'une voix faible. « Papa, je suis au cimetière. Viens me chercher, s'il te plaît. » Il y eut un silence, puis il reprit, sa voix plus douce. « D'accord, Yanis, on arrive tout de suite, ne t'inquiète pas. » Avant qu'il raccroche, je demandai inquiet. « Papa, avec qui tu viens au cimetière ?» Mon père sembla surpris par ma question. « Avec qui veux-tu que je vienne? Je viens avec ta mère et ta sœur. Elles sont très inquiètes pour toi. Elles m'ont dit que tu étais sorti sans qu'elles s'en rendent compte. » Sa voix devint plus sévère, mais je pouvais sentir qu'il était soulagé. Puis, il raccrocha. Je restai immobile, le combiné dans la main, le cœur battant. Oncle Omar me fit asseoir sur une chaise. Je me tenais la tête, une inquiétude mêlée à une peur croissante m'envahissait. L'angoisse me gagnait, et j'avais du mal à comprendre tout ce qui m'était arrivé. Oncle Omar, voyant mon état, me demanda d'une voix douce. « Qu'est-ce qui va pas, fiston? Pourquoi tu ne te rappelles pas comment tu es arrivé ici ?» Il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait que je devais lui raconter la vérité, tout ce que j'avais vécu. Alors, les yeux remplis de larmes, je me mis à tout lui confier. Me vider ainsi m'apportait un certain soulagement, mais je m'interrogeais sur ce que ferait oncle Omar après cela. Oncle Omar m'interrogea alors avec une certaine insistance. « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé au début ?» Je lui répondis d'une voix tremblante. « J'avais peur que tu en parles à la police et que, à cause de moi, ma mère et ma sœur aient des ennuis. » Oncle Omar me regarda intensément avant de poser une main rassurante sur mon épaule. « Ne t'inquiète pas, fiston, je vais garder ça secret. Mais je vais te dire quelque chose. Moi aussi, j'ai vécu des choses étranges, mais... » Quand mon père arriva, il était seul. Ma sœur et ma mère ne l'accompagnaient pas. Oncle Omar lui raconta tout ce que je lui avais confié. Mon père, au début sceptique, pensa que j'avais tout inventé. Mais lorsqu'il vit dans quel état je me trouvais, il me crut enfin.
Oncle Omar ajouta alors d'une voix grave. Vous êtes victime d'entités maléfiques. Si vous ne vous en débarrassez pas, vos problèmes ne feront que s'aggraver. Puis, se tournant vers moi, il dit « J'avais oublié que le petit était là. Allons dehors pour continuer cette conversation. » À partir de ce moment, mon père prit les choses beaucoup plus au sérieux. Il consulta un raqq, un expert en délivrance des malédictions. Lorsqu'il arriva chez nous, il commença à chercher quelque chose dans la maison, avant de m'écarter de la pièce. Quelques jours plus tard, ma sœur me raconta sa version des faits. Le raqq aurait dit que, lorsqu'il était vivant, notre grand-père aurait souffert de nombreuses injustices et de maltraitances de la part de sa propre famille. Dans un moment de colère et de désespoir, il aurait prononcé des paroles qui se sont transformées en malédictions. Il aurait maudit l'un de ces objets, et cet objet était toujours présent dans la maison. Selon l'exorciseur, cette malédiction continuerait de nous affecter jusqu'à ce que cet objet soit retiré et purifié. Ma sœur m'expliqua qu'avant sa mort, notre grand-père s'était adonné à la sorcellerie, et c'était pour cela que notre mère refusait qu'il vienne chez nous. Je ne savais pas vraiment si ce que me racontait ma sœur était vrai, mais une chose était certaine, une fois la ruqya terminée, nous ne vécûmes plus aucun événement étrange. Quelques années plus tard, un voisin de mon grand-père m'informa que ce dernier, avant sa mort, avait vécu des injustices et des souffrances venant de sa propre famille. Dans un accès de colère et de désespoir, il aurait prononcé des paroles devenues une malédiction involontaire. Il aurait dit que cette maison, témoin de mes souffrances, devienne un lieu de tourment pour eux. Ces paroles prononcées étaient en fait une bédoie. Aujourd'hui, je ne sais plus quelle version de l'histoire croire. Je n'ai jamais voulu demander des explications à ma mère ou à ma sœur. Mais vous, à ma place, quelle réalité choisiriez-vous? L'histoire d'un grand-père qui pratiquait la sorcellerie ou celle d'un homme qui, victime de souffrance et d'injustice, aurait prononcé une malédiction? Une seule chose est certaine, la maltraitance infligée aux aînés ou aux personnes vulnérables peut avoir des conséquences profondes, même après leur mort. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains épisodes. Si cette vidéo vous a touché, vous pouvez la liker pour me soutenir et partager vos impressions en commentaire. Vos messages de soutien me touchent énormément et je tiens à vous remercier sincèrement pour chaque mot bienveillant que vous m'envoyez. Cela m'encourage à continuer à vous proposer de nouvelles vidéos. À très bientôt et prenez soin de vous.